Merci beaucoup Didier, merci au comité d'organisation de me convier à cet anniversaire. Donc, comme tu l'as dit sur ton résumé de l'activité de cardiologie interventionnelle en France, je pense qu'on peut vraiment répondre à cette question en disant que c'est devenu le gold standard en France, puisqu'on est pratiquement 85% à l'utiliser de façon routinière. Alors, la voie radiale, c'est pas 40 ans, hein, c'est né à la fin des années 80 et les premiers rapports sur la voie radiale, c'est 89-90. Donc, c'est à l'époque où la cardiologie interventionnelle prend son essor. C'est à l'époque où on pose les premiers stents. Donc, on a quand même 10% de thrombose de stent. On ne sait pas comment les prévenir. On utilise des AVK, du Dextran, de l'héparine. On a des complications hémorragiques qui sont souvent importantes. On travaille parfois en 7F. Et c'est ce qui a fait l'essor de cette technique. Et avant tout, l'objectif, c'était de diminuer les séjours hospitaliers et puis d'avoir une hémostase plus sûre. Alors ensuite, dans le développement de cette approche, il y a eu tout un tas d'études qui ont montré en fait un intérêt divergent, en particulier lorsqu'on regardait l'évolution clinique des malades, et en particulier ceux qui étaient admis pour syndrome coronarien aigu, parce que ça a été aussi le développement de l'angioplastie primaire, et on était moins à l'aise pour faire ça, parce que ça prenait du temps. Et donc, il y avait un petit peu de réticence à utiliser cette approche. Alors, il y a tout un tas de raisons pour le faire, et je ne vais pas détailler, mais vous les connaissez tous, hein, ça ne coûte pas cher. Ça réduit le séjour hospitalier, c'est souvent la préférence du patient, et puis il y a un bénéfice clinique qui est pratiquement indiscutable, mais il y a aussi plein de raisons pour ne pas faire, et c'est un petit peu l'éducation des angioplasticiens. Alors vous avez l'impression que c'est trivial en France parce que c'est adopté, mais il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, et pas très loin parfois, et on voit qu'il y a une énorme hétérogénéité en Europe, et aux USA c'est encore quelque chose qui n'est pas acquis, et on reste toujours en dessous de moins de 25% de voie radiale pour les angioplasties aux États-Unis. On préfère utiliser des cathéters plus gros avec des systèmes de fermeture. Alors le clou, je pense, il a été enfoncé avec les recommandations sur le SCA-ST- qui datent de 2015. Et dans ces recommandations, il y a eu deux choses fortes. Tout d'abord, c'est l'utilisation du stent actif, mais c'est pas le topo. Et encore à l'époque, il y avait pas mal de débats. Et c'est la première fois que pour la voie radiale, on dit que c'est une recommandation de niveau 1. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est le feu vert. Et le niveau d'évidence scientifique est très fort. Et donc ça veut dire que ça doit être la voie d'approche par défaut pour tous les cath labs. Alors, on doit cela à l'étude Matrix qui a été conduite par notre collègue italien qui est maintenant à Berne, chez Bernie Mayer, avec la belle étude Matrix. Donc, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est une étude de syndrome coronarien aigu tout venant, et on randomise radial, fémoral. Et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour éviter un événement, quel qu'il soit, est extrêmement faible. Et vous voyez que c'est une évaluation à très court terme. Il ne faut pas attendre 3 ans de prendre de médicaments pour voir un bénéfice. Ça marche tout de suite et on en voit le bénéfice tout de suite. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces études qui ont évalué l'intérêt de la voie radiale dans le syndrome coronarien aigu, il n'y a absolument aucun doute sur son intérêt. Donc, vous voyez, je prêche un convaincu, mais la réduction des complications hémorragiques majeures, vous voyez que la réduction est forte. Et il y a une réduction également de la mortalité. Et quelles que soient les analyses que vous faites, en retirant une étude ou l'autre, en vous intéressant au sujet âgé, au sujet diabétique, aux insuffisants rénaux, au SCA-ST+, au SCA-ST-, vous retombez toujours sur les mêmes résultats. Donc c'est un vrai acquis, c'est une vraie révolution, et c'est le vrai gold standard. Alors quand on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, c'est toujours intéressant d'apprendre ce qui se passe ailleurs. L'exemple de nos collègues britanniques, qui sont parfois imprévisibles, est vraiment intéressant. Et dans les années 2000, chez les Britanniques, il y avait très peu d'angioplastie primaire, et c'était une nation qui thrombolisait de façon très importante, pratiquement 80% de l'OSCA-ST+.
Et ils ont mis un programme d'angioplastie primaire à partir des années 2005. Et maintenant, ils sont meilleurs que nous pour l'angioplastie primaire à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Et quand on regarde ce qui s'est passé en l'espace de 7 ans, eh bien, ils sont passés de 15% de voie radiale à 60%, avec un vrai effet sur la mortalité. Et vous voyez que le nombre de vies sauvées durant ces 500 000 angioplasties, c'est pratiquement 500 vies. Et ils estiment qu'ils auraient pu pratiquement sauver 1000 vies grâce à cette voie d'abord, si l'implémentation avait été homogène. Et vous voyez qu'il y a des disparités d'une région à l'autre, mais vous voyez ce qui se passe entre 2005 et 2012. Et j'ai calculé un peu à quoi ça ressemble ce bénéfice de 1000 vies sauvées pour 5000 angioplasties. Eh bien, on se rapproche un petit peu du bénéfice clinique de l'angioplastie dans la maladie coronaire stable. Alors aux États-Unis, eh bien, les choses décollent moins vite, et vous voyez qu'il reste à moins de 20% d'angioplastie par voie radiale, et vous voyez qu'ils la font moins dans le SCA-ST+, que dans l'angioplastie dite élective, et ils la font le plus souvent chez des patients à faible risque qui ne vont pas forcément en bénéficier. Vous voyez qu'il y a une relation inverse entre le risque de ces patients et la proportion de ces malades qui vont avoir une angioplastie par voie radiale. Et vous voyez que les patients les plus graves en termes d'âge, de risque de complications hémorragiques, sont ceux qui vont le moins souvent avoir cette approche. Donc il y a encore énormément de progrès. Alors vous connaissez toutes les limitations. Il y a la courbe d'apprentissage. Donc ça, c'est un vieux papier de Christian Spalding, mais qui est toujours intéressant. Et vous voyez qu'on peut apprendre extrêmement vite. Il faut 80 procédures pour diminuer son taux d'échec par 7, pour diminuer son temps de procédure pratiquement par 2. Et vous voyez que plus on en fait, plus on s'améliore. Et vous voyez ici les relations entre le nombre de procédures par voie radiale et le produit de contraste utilisé et le temps de fluoroscopie. Donc c'est simplement le fait de faire qui fait qu'on s'améliore. Et la learning curve, en fait, ne doit pas être un frein à l'adoption de cette technique. C'est pareil pour l'exposition aux rayons X. Et ça, c'est très bien démontré, donc je ne rentre pas dans le détail, mais ce n'est pas une limite à l'utilisation de cette approche. Et enfin, les complications vasculaires sont rares, elles existent, mais elles sont rares. Elles n'excèdent pas 10-15%, et probablement la complication la plus dramatique reste le syndrome des loges, mais je pense que c'est vraiment exceptionnel. Alors, lorsqu'on regarde le bilan et qu'on compare un petit peu toutes les données par rapport voie radiale, voie fémorale dans l'angioplastie primaire, vous voyez que globalement, les temps de procédure sont très voisins. Les crossovers entre radial versus fémoral, il y a une petite différence, mais on voit que le taux de crossover dans la voie radiale, ça n'excède pas 7 à 8%, et dans les meilleurs centres, c'est 2 à 3%, et vous connaissez donc le reste. Donc en conclusion, je pense que c'est l'une des 4 révolutions de l'angioplastie coronaire, la voie radiale. Ça coûte pas cher, on peut le faire en routine. C'est surtout l'éducation des docteurs. Le bénéfice clinique, il est démontré. Il y a très peu d'effets secondaires. Et comme disait Henry Ford, un progrès, il est là lorsque tous les avantages de la technologie sont accessibles à la communauté. Et je pense que c'est le cas de la voie radiale. Donc c'est le gold standard. Je vous remercie. Allez, à la salle. Des questions, des commentaires? Un tenant de la voie fémorale, Pierre Meyer. Non, pas de... Moi, je voulais poser une question, parce que ce matin, pendant la session des paramédicaux, a été abordé le problème de la coronarographie diagnostique par voie radiale, coronarographie qui s'avère normale. Et c'est le problème du test au métergin. Est-ce qu'on peut faire un test au métergin par voie radiale alors qu'on a mis des dérivés nitrés ou des inhibiteurs calciques dans la radiale après l'avoir piqué? Alors, je pense que la pratique, c'est les tests au métergin, en général, c'est des tests qui sont plus ou moins programmés, puisqu'on a quand même une suspicion de spasme. Et personnellement, moi, je ne fais pas de dérivés nitrés quand je fais un test au métergin, parce que ça peut fausser forcément le test. D'autres remarques? Oui. Et pourquoi pas la voie cubitale? Alors, la voie cubitale, elle est également accessible. Et je pense que souvent, quand on n'a pas de radial, on fait la voie cubitale. Donc, la voie cubitale, on est moins habitué. L'artère est un petit peu plus profonde. Il faut faire une anesthésie plus précautionneuse. C'est un petit peu plus douloureux.
mais ça marche tout aussi bien, en tout cas dans mon expérience personnelle. Moi, je veux poser une question. Quelle est la pratique de la recherche d'un test de haleine en pratique courante? Qu'est-ce qu'il fait de façon systématique? Qu'est-ce qu'il fait jamais? D'accord. Donc finalement, il y a la belle étude de radar là, de Val Gimigli là, sur les échographies où il regarde, mais globalement, quel que soit le résultat du test d'haleine, ça ne change pas grand-chose. Une autre limitation, le syndrome de Raynaud, c'est une limitation pour le radial? Je pense pas, en tout cas pas mon expérience, non, a priori non. Mais en général, c'est vrai que le syndrome de Raynaud, ça reste quand même souvent des femmes, plus fréquemment que les hommes, et c'est vrai que souvent, ils ont des petites anatomies radiales, donc peut-être qu'il y a un taux d'échec un petit peu supérieur. Dans les séries, Jean-Philippe, le taux d'occlusion de radial qui interdisent un nouvel examen par voie radiale et l'impact des systèmes de fermeture? Alors ça, j'ai pas de données, mais globalement, le taux d'occlusion, en tout cas lorsqu'on regarde eh bien, à l'échographie, c'est aux alentours de 3-4%. Alors dans 90% des cas, c'est asymptomatique, il ne se passe rien. Et souvent, c'est vrai que quand on refait les examens à distance, il y a une reperméabilisation des voies radiales occluses. Et puis il y a des très belles données sur l'OCT, sur les radiales, où on voit vraiment qu'il peut tout se passer, quoi. Benjamin? Et pour répondre, excuse-moi, à cette question de la perméabilité radiale, en fait, avec l'hémostase perméable, ce qu'ont décrit les Américains, c'est-à-dire faire une hémostase juste assez pour que ça ne saigne pas, mais qui laisse persister le flux, c'est moins de 1%, avec des introducteurs C-French. Donc c'est vrai qu'on a quasiment annulé ce problème. Et puis ça permet aussi à l'industrie de faire des cathéters un petit peu plus gros, mais avec des parois plus fines. Utiliser le 7F avec des profils de C-French. Donc on repousse de plus en plus les problèmes et ce talon d'Achille de la radiale qui était la thrombose. Alors c'est vrai qu'un des facteurs majeurs de thrombose radiale, c'est le désilet qui est trop gros par rapport à la taille de l'artère. C'est vraiment le facteur prédictif le plus important d'occlusion, quoi. Merci beaucoup Jean-Philippe.